cette guerre qui se passe un peu partout dans le Sahel, jusque vers les pays côtiers, c'est une guerre par procuration. Parce que n'oublions pas que le général Lecointre avait dit qu'il faut recoloniser toute l'Afrique. Ils sont en perte de vitesse. Je regardais cette semaine dans un forum français auquel j'ai accès, où il y a un Français qui clairement disait que la France est en ruine parce qu'on a été chassé de l'Afrique. On n'a plus l'uranium gratuit, c'est le Français qui le dit, c'est pas moi qui le dis. On n'a plus l'uranium gratuit. Le Burkina est devenu une deuxième force aurifère en Afrique, de même que le Mali, et que toutes ces ressources-là que nous avons en abondance avant ne seront plus en abondance. Mais maintenant, comment faire pour que la France retrouve son rayonnement d'antan? Il faut repartir à la conquête de l'Afrique. Et ça, c'est dans un forum français que je disais une telle bêtise. En ce 21e siècle. Donc, nous sommes en guerre. Et Ibrahim, le capitaine Ibé a été clair là-dessus qu'il y a l'hiver noir qui est là. Et l'hiver noir, c'est quoi? C'est ce que le général Lecointre avait dit, qu'il faut repartir à la conquête de l'Afrique, recoloniser l'Afrique pour que ces Occidentaux puissent avoir accès à nouveau à nos ressources qui faisaient leur rayonnement. Maintenant, ce qui vient en filigrane, c'est que on n'a plus l'uranium bon marché, on va devoir le payer très cher, soit au Canada, soit au Kazakhstan, ailleurs, on va le payer cher sur le prix du marché. La conséquence, c'est quoi? Résultat des courses, le prix de l'énergie va augmenter fortement en France. Et là, l'énergie, c'est ça qui sert l'industrie française. Plus ça va coûter cher l'énergie, plus au niveau du marché, les produits aussi vont augmenter. L'inflation, il y aura l'inflation, ça va augmenter. Donc, nous sommes en guerre, il faudra que l'Afrique comprenne, les Africains, il faudrait que nous comprenions que face à cette adversité de l'impérialisme, nous avons intérêt à unifier nos forces. Si on ne le prend pas au Mali, on ira le chercher, on ira chercher le gaz en Mauritanie, on ira chercher le pétrole en Algérie. Si on ne prend pas l'uranium au Niger, on ira chercher forcément le phosphate au Togo. Donc nous avons intérêt à unifier nos forces pour lutter contre cette guerre par procuration que l'Occident nous mène. Et ça ne finira pas demain si nous dormons sur nos lauriers. Non, mais ce qui m'intrigue surtout, c'est l'hypocrisie de beaucoup de nos dirigeants. Il me souvient que lors d'un sommet de la CEDEAO récemment, ils ont dit qu'ils condamnent vraiment le terrorisme et qu'ils sont dans la perspective de mettre en place une force pour porter assistance aux pays qui sont atteints par le terrorisme. Je l'avais bien suivi et tout ça. Mais vous allez voir que ça ne sera jamais suivi de fait. Parce que les expériences ont montré par le passé qu'il y avait la force unifiée de la CEDEAO qui était là et qui était à l'attente. Mais il n'y a jamais eu d'action concrète. Ça veut dire tout simplement que tous ces États-là, à vrai dire, en tout cas ces dirigeants-là, ne le disent pas par conviction. Et même s'ils en sont convaincus, ils n'en ont malheureusement pas les moyens. Parce que justement, beaucoup traînent des casseroles et que les Occidentaux impérialistes, qui sont donc les parrains de ce terrorisme-là, les tiennent par des couilles. Donc, ils ne peuvent pas prendre des initiatives pour aller dans le sens de l'unité et de la mise en place des énergies qui puissent donc être déversées sur des fronts et extirper justement le terrorisme de nos territoires. Mais c'est quand même grave. Oui, nous parlons même du phénomène du terrorisme, mais au-delà de ça, la question du développement de l'Afrique, la question de la construction de nos États, etc. Mais comment on peut continuer à se continuer avec des frontières érigées de la colonisation et se dire qu'on est des États? Mais normalement, ça c'est des actes pernicieux et donc qui ont été posés par le colonisateur dans le but de nous cloisonner, de nous empêcher d'aller dans le sens d'une dynamique unitaire. Si nous nous proclamons indépendants, ça veut dire que la mission première de nos dirigeants devait être de défaire tout ce qui a été monté par l'occidental, par l'impérialisme, pour empêcher que l'Afrique puisse avoir une vision. Donc si ce n'est pas le cas et que se pavane avec des théories, des discours, des affirmations gratuites, etc., malheureusement on va continuer à végéter. Nous on fait notre travail de sensibilisation, d'éveil de conscience, mais on n'a pas le pouvoir de décision. Et donc ça veut dire qu'il revient en premier aux dirigeants de se montrer lucides et de servir la cause de l'Afrique tout simplement. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, en tout cas les pays de l'AES nous montrent bien l'exemple et voilà, ils sont en train d'atteindre des résultats importants en se mettant ensemble et en montrant que c'est la meilleure voie qu'il nous faut pour non, la force unifiée, là où je vais contredire un peu mon cher ami Luc, la force en entente plutôt de la CEDEAO, elle existe. Mais si c'est pour aller dans un sens, pour rétablir par exemple Bazoum dans son fauteuil, les Occidentaux, la France en premier,
trouvera les moyens nécessaires militairement, les moyens d'écoute et le financement nécessaire pour cette force en attente pour aller attaquer le Niger et rétablir Bazoum. Si c'est pour aller, par exemple, démettre IB de son fauteuil, on aura cette force-là qu'on verra en action. C'est lorsqu'il s'agit, par exemple, d'avoir cette force noble pour aller lutter contre le terrorisme, on n'a ni les moyens financiers, matériels, militaires, ni d'écoute pour aller sur le front. Mais remarquez, lorsque en juillet 2023, oui, c'était en 2023, je crois, hein, lorsqu'il y avait le coup d'État au Niger qui a amené le général Tiani. Mais qu'est-ce que le président ivoirien ne nous a pas dit? Qu'il y a déjà les rations qui sont prêtes pour aller au Niger, il y a tout déjà qui est là, il y a les hommes nécessaires, il y a l'argent nécessaire, les rations, tout était prêt pour aller sur le terrain. Mais depuis qu'on a annoncé une force unitaire pour aller lutter contre le terrorisme, ce sont que des coups de menton. On n'a jamais rien vu. Bonjour le plateau, c'est un message qui nous vient du Mali. Bonjour aux invités, à toi Gilles. La bataille d'Anefis vient nous montrer qu'il n'y a jamais eu de rébellion Touareg au Mali. Le Mali est attaqué par une seule famille depuis les indépendances, notamment les Ifoghas. Yad Agali, chef du JNIM, dont son père avait été tué par ses copains rebelles pour trahison. Il est le cousin d'Al-Gaba Sal Intala, qui est le chef du FLA, donc la même famille. Les dignes Touareg, notamment le Gatia, groupe d'autodéfense Touareg, Imgan et alliés, et le MSA, étaient aux côtés des Fama pour combattre la soi-disant rébellion Touareg. Le narratif de la France coloniale et impérialiste ne tient plus debout. Vive l'AES, vive l'Afrique digne et fière, unie et solidaire, nous vaincrons. C'est Koli Traoré qui nous écrit de Bamako. Baluc, il a soulevé une nouveauté. De plus en plus, les femmes se font aider par des groupes d'autodéfense comme le Gatia. C'est la résultante du travail de pédagogie qui a été fait en amont et qui montre à chaque citoyen malien qu'il a une responsabilité. Même dans une marge limitée, il sait en même temps qu'en posant ce acte-là, il contribue justement à une cause nationale. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que les dirigeants nous donnent le sentiment qu'ils ont des solutions miracles. Et que bon, c'est un état providentiel, providence qui sont en train de diriger. Non, c'est la population. Même quand on parle de l'armée malienne, mais ce sont des citoyens maliens qui ont été enrôlés, formés, téléguidés et donc qui sont dans une philosophie de combat pour la cause nationale. Et donc si au-delà de ça, la population elle-même comprend qu'il faut s'organiser pour aider, pour appuyer, pour accompagner en vue des meilleurs résultats. Mais on ne peut que saluer cela. Et c'est le type de leadership que nous recherchons justement dans nos pays, de sorte que les citoyens ne se disent pas que mais ils n'ont plus rien à faire, qu'ils sont même des cas sociaux et que bon, ils reviennent seulement à l'état de faire, etc. Donc il faut que le dirigeant soit capable de vision, soit capable de leadership, soit capable de servir de modèle par des actes qui inspirent et qui mobilisent la conscience nationale autour justement des objectifs qui sont fixés et qui permettent justement de mettre le peuple à l'aise et dans son champ de résonance pour contribuer et créer justement les résultats auxquels on s'attend tous. Il faut saluer quand même le nationalisme des pays de l'AES, des populations de l'AES. Il faut saluer leur nationalisme. On se rappelle alors la ruée vers l'armée lorsque Abdourahmane Tiani avait pris le pouvoir et qu'il y avait cette menace-là qui planait avec la CEDEAO pour aller combattre et ramener Bazoum au pouvoir. On a vu cette ruée des populations vers l'armée pour s'inscrire dans l'armée. Et on a vu également au niveau des VDP le nombre de personnes de Burkinabés qui étaient volontaires pour aller combattre les terroristes. La même chose avec le Gatia au Mali. Et puis quand on voit l'armée malienne, c'est cosmopolite. Il y a toutes les ethnies, toutes les tribus qui y sont. Moi, je me rappelle lorsque l'administration a été rétablie au nord, à Gao, à Tombouctou, surtout à Kidal, mais ce sont les populations de cette région-là qui ont été nommées gouverneurs. J'oublie son nom. Il a été nommé gouverneur. Hein? Donc, il est Touareg, nommé gouverneur. Et quand on voit également au niveau du Parlement malien, on a vu de nombreux députés issus, venant plutôt de Kidal, qui ont pris publiquement la parole pour qu'on ne les assimile pas au FLA, au Touareg, à l'Azawad, qu'on ne les assimile pas. Qu'ils sont républicains, ils sont nationalistes, ils sont pour le Mali et non pour une partition. On a vu la même chose au Niger avec les Touaregs venus du nord du Niger,
qui ont intégré l'armée, qui ont intégré l'administration et qui étaient des parlementaires qui ont dit non, nous sommes Nigériens, un peuple uni, un seul peuple, pas de partition. Donc il faut saluer le nationalisme. Ce nationalisme, là, je l'ai dit, dépend fondamentalement du comportement du dirigeant. Voilà. De sa vision et de sa capacité. J'ai donné l'exemple, je finis par là. La dernière fois, je vous ai parlé de l'emprunt patriote que le Burkina Faso a initié, qui lui a permis de générer en un mois 151 milliards de francs CFA. Mais je mets au défi beaucoup de nos dirigeants d'essayer un truc comme ça avec leur diaspora et ils verront, ils comprendront que la mobilisation de la conscience nationale, le besoin pour le dirigeant d'incarner des valeurs et d'inspirer confiance, ben c'est un défi majeur et c'est là, à ce niveau qu'on les attend précisément. En tout cas, c'est autoroute Ouagadougou, nous on attend. Il est en plein chantier. Il va finir bientôt. Content ou pas content, ça va finir. Voilà, c'est bon. Bonjour Gilles, bonjour Luc et Sossou Anani. Je pense que les terreaux ont le regret de l'attaque du 25 avril dernier causant la mort de Sadio Camara. Depuis ce jour, ils ont subi beaucoup de pertes matérielles. Et les hommes clés, Gilles, j'ai une question pour Luc Abaki. Ah oui. Est-ce que les terroristes ne sont pas mieux armés que les FAMA à l'époque de IBK et de ATT? C'est Soumana Silla, un ressortissant de l'AES depuis le Congo-Brazzaville. C'est nos comments, ça ne peut même pas parler. Si déjà un président comme Bazoum l'avait affirmé clairement qu'ils sont plus forts que nous et que c'est sa connaissance de cause. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire ainsi parce que il y a eu un nouveau leadership. Les dirigeants ont compris que, écoutez, si on se laisse faire, on sera mordu et on sera même cramé comme des petits objets. Alors là, ils ont mis le paquet et avec quoi? Avec les ressources de l'État, c'est-à-dire les ressources générées par le citoyen. Donc on avait le citoyen malien, le citoyen nigérien, qui lui crut, puisque c'est le même citoyen qui était sous les IB, sous les, etc. Mais IBK, c'est ça, IBK. Mais pourquoi il n'y avait pas ce résultat? Justement parce que les dirigeants en question n'avaient pas une vision, n'avaient pas compris qu'il fallait s'investir dans une mission sacerdotale, qu'ils devaient même s'engager, quitte à mourir. Parce que la gouvernance d'État, c'est d'apprendre avant tout le sacrifice, même suprême, pour pouvoir sauver une cause nationale. Et voilà, aujourd'hui, c'est des merveilles et nous les célébrons parce qu'ils nous ont montré qu'ils peuvent véritablement même laisser leur vie pour la cause nationale. Oui, mais Il ne faut pas occulter quand même une réalité. C'est qu'avant, on voyait les terreaux sur des pick-up, sur des motos. Mais aujourd'hui, leur stratégie aussi militaire a changé complètement. Lorsqu'on arrive, les terroristes arrivent à piloter des drones FPV, parce que c'est un drone, les drones FPV sont des drones qui sont difficilement pilotables. Il faut vraiment une formation adéquate, la technologie adéquate. Et on sait que les drones FPV, ce sont ces drones qui sont beaucoup plus utilisés en Ukraine. Et donc ce sont les services ukrainiens qui sont à la bourre dans le Sahel pour former et équiper ces terreaux à utiliser ces nouvelles technologies. Quand on parle de mortier, avant, peut-être il n'y en avait pas, les terreaux n'en avaient pas, mais aujourd'hui, ils en ont. Quand on parle, surtout ce qui s'est passé à Anéfi, c'est qu'il y avait des voitures kamikazes. Vous imaginez l'ampleur du siège que ces terreaux ont fait à Anéfi avec des voitures kamikazes. Donc, ils sont montés aussi en puissance. Voilà pourquoi les États du Sahel ont répondu présent. En s'armant, puisque mais le grand bénéfice. Mais la question qu'on se pose, s'il n'y avait pas eu cette révolution et l'allure que ça prend aujourd'hui, nos États n'existeraient plus. Lucas comprend ma question. Aujourd'hui, peut-être Luc serait en voile intégrale. S'il était encore en vie. Sous IBK, c'était de la pagaille, c'était une boîte. Mais Camboré, c'était de la cette pagaille. affaire terroriste, si les autres n'avaient pas pris les terreaux par les corps. Imaginez ce que IB avait dit quand il avait pris le pouvoir. Il avait trouvé combien de Kalachnikov? Ah voilà. Combien il en avait trouvé? Les gens s'entraînaient avec des bâtons. Ah oui, les gens s'entraînaient avec des bâtons. Voilà. C'est comme au temps où on était à l'université, où l'ordinateur était sorti, où le professeur imprimait l'ordinateur sur un papier et nous disait ça c'est le clavier, voilà. ça c'est la souris, ça c'est l'écran. C'est la même chose qui s'est passée avec nos armées malheureusement, où les militaires sont obligés d'aller au front, mais ne disposent même pas d'armes pour aller au front, ne dispose pas de contre-balles, d'habits contre-balles pour aller au front. Mais quand on a compris que pour faire cette guerre asymétrique, pour gagner cette guerre, il faut des armements, ces pays n'ont pas hésité, même quitte à s'endetter même pour avoir le matériel militaire nécessaire
pour combattre ces terreaux. Le problème, Mais c'est que pendant grande longtemps, chance- nos pays ont sous-traité la leur grande chance sécurité. aussi, Voilà, que ces pays la ont, défense. c'est de pouvoir contrôler leur ciel aujourd'hui. C'est cette grande chance aussi avec les vecteurs aériens. Imaginez qu'ils n'arrivaient pas à contrôler leur ciel. Comment pouvaient-ils faire avec les vecteurs aériens pour pourchasser les terreaux jusque dans leur retranchement? Non, mais Donc, c'est guère remarquable. Il a parlé même de quitte à s'endetter. Encore que, il ne s'endette même pas plus que les États qui ne sont pas en guerre en Afrique. Ils créent de la richesse nationale. C'est-à-dire qu'ils mettent la main sur les ressources disponibles, comme l'or, comme l'uranium, etc. Et ils utilisent de façon optimale ces ressources-là pour les dispatcher vers les priorités, notamment l'armement, la réorganisation de l'armée, mais aussi la relance de l'économie, le développement, etc. etc. Mais c'est quand même fabuleux et ça étonne même les puissances impérialistes qui ont toujours considéré l'Africain comme quelqu'un d'inintelligent, d'incapable d'innover. Aujourd'hui, au-delà de ces équipements qui s'achètent de gauche à droite, les armées et de l'AES entendent fabriquer les blindés, les armes, etc. Ils veulent industrialiser, mécaniser l'agriculture, etc. Donc ça veut dire que c'est des gens suffisamment ambitieux, c'est des gens qui ont compris les défis majeurs qui se posent à nos États. Aujourd'hui, plutôt qu'on soit toujours là à se plaindre de ce que l'impérialisme continue de nous étouffer, il faut bien commencer à agir. Même s'il faut y laisser ta vie, ton nom reste dans l'histoire. C'est ce que des gens comme Sankara ont eu à faire. Il n'a fait que 4 ans au pouvoir, mais il est devenu un patrimoine, pas seulement burkinabé, mais africain.